Bienvenue à toutes et à tous, je suis Janwin Hall et voici la première partie de traiter les traumatismes et les addictions avec le modèle polyvagal du sens corporel. Nous voilà au début de ce voyage dans lequel je vais partager avec vous pas seulement les détails du modèle lui-même, mais aussi le processus par lequel j'ai développé ce modèle au cours de mes 45 années de travail dans ce domaine. Fondamentalement, ce modèle représente un changement de paradigme dans la façon dont nous comprenons et traitons à la fois les traumatismes et les addictions. J'ai commencé ma carrière il y a environ 45 ans en travaillant dans un hôpital avec un groupe de jeunes femmes qui avaient survécu à l'inceste. Cet hôpital était situé dans la banlieue de Toronto, où je vis, au Canada, dans un quartier très difficile, où vivaient beaucoup de personnes qui venaient d'arriver dans le pays et qui étaient confrontées à de nombreuses difficultés au quotidien. On m'a confié la tâche d'animer un groupe. Je crois qu'il y avait dans ce groupe à peu près 8 ou 10 femmes. La plupart d'entre elles avaient été admises à l'hôpital, c'étaient donc des patientes psychiatriques dans un hôpital général. Et j'ai cherché un moyen d'établir un lien avec elles, afin que nous puissions commencer à donner un sens à toutes les choses horribles qu'elles me racontaient, à la fois ce qu'elles avaient vécu et aussi les différentes façons dont elles essayaient de faire face à leur vie. Et la plupart des moyens qu'elles utilisaient pour faire face à leur situation étaient devenus des processus addictifs, étant donné que ces moyens les aidaient à court terme, mais leur faisaient du mal à long terme. Et elles étaient incapables d'arrêter d'y avoir recours. Et cela est d'ailleurs devenu notre définition de la conception de l'addiction. J'étais entourée du modèle psychiatrique traditionnel qui pathologisait très activement ces femmes. Comme la plupart d'entre elles avaient reçu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, elles étaient très maltraitées par le système. Et je pense que c'est très souvent encore le cas aujourd'hui. C'est en partie pour cela que je me passionne pour ce travail. C'est cela qui me motive à me lever le matin et à travailler dur pour pouvoir contribuer à un nouveau mouvement dans le domaine de la santé mentale qui est très enthousiasmant et qui prend vraiment vie avec la théorie polyvagale. Il s'agit là d'une nouvelle façon de comprendre ce qui arrivait à ces femmes à travers le système nerveux autonome. Et lorsque j'écoutais ces femmes, lorsque je les entendais décrire leur comportement d'automutilation, leur comportement autodestructeur, bien sûr, c'était très perturbant à voir et à entendre pour nous, le personnel. Par exemple, boire de façon excessive, avoir des relations sexuelles très dangereuses, se scarifier le corps, manger du savon. C'était des choses en particulier que je ne comprenais pas. Et ces femmes non plus, sauf que, à un certain niveau, elles comprenaient dans leur corps qu'il y avait une espèce de soulagement associé à ces comportements autodestructeurs. Et cela m'a rendue très curieuse. J'ai eu envie d'essayer de comprendre ce qui se tramait là-dessous, ce qui se passait pour ces femmes. Et quel était le contexte dans lequel ce genre de comportement pouvait se produire. Et dans le modèle traditionnel, elles étaient toutes sous médicaments, beaucoup de ces médicaments étaient très anesthésiants, ce qui leur apportait un certain soulagement, mais le problème c'était qu'elles devenaient tellement anesthésiées qu'elles ne pouvaient plus vraiment ressentir quoi que ce soit. Et cela entravait le processus au sein de notre petit groupe parce que nous avions créé un espace sûr dans cet environnement hospitalier où nous pouvions lentement commencer à décortiquer les choses et à comprendre ce que ces femmes vivaient. En particulier, comment cela
se traduisait dans la façon dont elles ressentaient les choses dans leur corps. Elles décrivaient de nombreuses expériences où elles se sentaient vraiment dépassées, très anxieuses, très agitées dans leur corps, mais aussi des expériences d'engourdissement et de dissociation. Et nous pouvions le voir, nous pouvions voir la forme du corps changer au fil du temps. Donc, je me suis lancée dans une aventure pour essayer de nous aider toutes et tous à comprendre cela. Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un, par exemple, à se scarifier? Et comment cela pouvait-il, à un certain niveau, apporter une espèce d'engourdissement ou de soulagement? Voilà les questions que nous nous posions. Et ensemble, nous avons travaillé à instaurer suffisamment de sécurité au fil du temps, et croyez-moi, ça a pris du temps, mais nous avons réussi à établir des liens, à rire parfois, à ressentir un sentiment de triomphe au sein de notre petit groupe qui se consacrait activement à être ensemble et à tenter de comprendre ce qui se passait réellement pour chacune de ces belles femmes. Et c'est là qu'a eu lieu le changement de paradigme, le fait de cesser de considérer ce comportement comme étant de la manipulation ou une recherche d'attention, parce que c'était ce que l'on pensait de ces femmes dans le milieu hospitalier. Et étant donné que moi, je ne les voyais pas ainsi, je suis moi aussi devenue suspecte. C'était comme si j'étais perçue comme étant presque manipulée par ces femmes. J'ai donc eu une tâche importante à accomplir et je pense qu'aujourd'hui encore, nous devons continuer à travailler à ce changement de paradigme en restant solidaires et en essayant de nous soutenir mutuellement dans ces nouvelles façons de comprendre ces phénomènes. Car ces phénomènes honorent la sagesse du corps. Ils considèrent qu'il se passe quelque chose d'important dans ces situations, même si, vu de l'extérieur, ce qui se passe pourrait sembler fou. Mais si nous commençons à entrer dans le corps, nous pouvons commencer à y trouver un sens. Voilà ce qui m'a vraiment enthousiasmée. Et je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui nous a vraiment aidés à rester ensemble et à poursuivre notre chemin. Donc, le contexte était celui d'un hôpital. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles arrivaient à l'hôpital, on leur enlevait leurs habits et elles se promenaient dans ces blouses d'hôpital dont le dos n'était même pas correctement fermé, vous savez, alors que ces femmes avaient été victimes d'agressions sexuelles. Ça me brisait vraiment le cœur. C'était une situation extrêmement difficile à vivre. Et je comprenais bien sûr que les gens faisaient de leur mieux, qu'ils considéraient vraiment ces femmes comme étant malades, mais moi, je ne les voyais pas du tout comme ça. Moi, je voyais ces femmes comme étant victimes d'un crime et comme des personnes qui avaient besoin de leurs vêtements. Elles avaient besoin de leur dignité. Elles avaient besoin de leur dignité. Et cela m'a vraiment motivée à continuer. L'autre paradigme qui était en arrière-plan, alors le premier c'était le modèle de la maladie, mais l'autre paradigme c'est le modèle que j'appellerais ici le modèle du mauvais, selon lequel il y a quelque chose de mauvais et de répréhensible chez ces femmes, car elles se livrent à des comportements illégaux, certaines d'entre elles avaient été accusées de possession de drogue ou autre, d'autres de trafic sexuel, et cet aspect-là était également un paradigme vraiment difficile, parce que cela nous montrait qu'on ne comprenait vraiment pas du tout ce qui se passait réellement en elles. Donc, voir ces femmes comme mauvaises n'aidait pas, et d'ailleurs cela n'aide toujours pas à comprendre les addictions, la dissociation ou la répétition de relations traumatisantes. Et le modèle de la maladie ne nous menait nulle part non plus. Par conséquent, j'ai creusé, j'ai cherché et j'ai trouvé mes sœurs féministes. À l'époque, il y avait un magnifique mouvement de thérapeutes qui tentaient vraiment de comprendre ces comportements d'un point de vue plus axé sur le corps.
Il y avait notamment Ellen Bass et Laura Davis qui ont écrit à l'époque un merveilleux livre intitulé en anglais The Courage to Heal, qui veut dire le courage de guérir. C'est encore un livre merveilleux aujourd'hui et je vous recommande vivement de le lire. Et dans ce livre, elles expliquaient que les problèmes que les survivantes rencontraient avec leur corps, comme la dissociation, l'engourdissement et les addictions, ces problèmes avaient commencé comme des tentatives de survivre. Et cela correspondait vraiment à ce que moi-même je vivais et à ce que j'entendais de la part des femmes du groupe. Ces comportements avaient quelque chose d'utile. Et c'est à ce moment-là que j'ai formé un petit groupe féministe de thérapeutes. C'était dans les années 80, une période très excitante. À Toronto, nous avons organisé des conférences intitulées Plus de secrets. Et des personnes formidables comme Judith Herman sont venues y présenter leurs travaux. Judith Herman a ensuite écrit son livre Reconstruire après les traumatismes, dans lequel elle a observé et compris bon nombre de ces comportements à travers le système nerveux autonome, à travers cette partie du corps qui nous met en état de fuite ou de combat quand nous entendons un bruit fort ou que nous nous sentons effrayés et menacés, puis nous paralyse quand il n'y a pas d'échappatoire. Il s'agit donc d'écouter le corps. C'est vraiment le cœur de notre travail. Il s'agit de ralentir les choses et de comprendre que nous sommes configurés pour survivre. Donc, quels que soient les comportements adoptés par les gens, d'une façon ou d'une autre, ces comportements répondent à un besoin. Et notre travail à nous consiste à comprendre ce besoin et à aider les gens à y répondre d'une manière qui leur permette d'avancer vers une façon d'être au monde plus saine. Et si cela n'est pas possible, si nous ne nous sentons pas suffisamment en sécurité dans notre corps et dans notre environnement, nous trouverons différents moyens de gérer ces besoins. Des moyens qui souvent nous permettront de rester en vie, mais qui nous empêcheront de nous épanouir. La merveilleuse Judith Herman a écrit son livre Reconstruire après les traumatismes dans le contexte de ce mouvement féministe. Nous avons commencé à le lire ensemble et cela m'a inspirée à intégrer cette vision dans mon approche avec le groupe de femmes avec lequel je travaillais. Judith Herman dit dans ce livre: les enfants maltraités découvrent généralement à un moment donné qu'ils peuvent provoquer des changements importants, bien que temporaires, dans leur état affectif en induisant une crise autonome ou une activation autonome extrême. Et ce que nous voyons ici, déjà à l'époque, je crois que ce livre a été publié pour la première fois au début des années 90. Nous voyons que Judith Herman, probablement parce qu'elle avait une formation de psychiatre et donc des connaissances médicales, elle connaissait le système nerveux, alors que nous ne le connaissions pas vraiment en tant que thérapeutes féministes. Nous appelions ce que nous observions engourdissement quand nous voyons de la fermeture ou de la dissociation chez nos patients, ou invasion ou inondation dans cet état extrême d'hyperactivation, de fuite ou de combat, alors que Judith Herman, elle, comprenait cela comme une fonction du système nerveux autonome. Elle avait constaté qu'il y avait ce va-et-vient dans le système nerveux, ces allers-retours qui étaient, on pourrait dire, comme un moyen d'essayer de réguler ces expériences incroyablement traumatisantes qui se produisaient. Et elle continue en disant « Et les émotions peuvent être éliminées de manière très efficace par un choc physique important. » La méthode la plus radicale pour obtenir ce résultat consiste à s'infliger délibérément des blessures. Et c'est là que j'ai commencé à réaliser ce qui était à l'œuvre ici. J'ai compris que ces comportements d'automutilation étaient des chocs importants pour le corps qui, en quelque sorte, apportaient un soulagement grâce à l'activation autonome extrême.